Alors, on va poursuivre avec un troisième invité donc, dans cette matinée euh, qui s'appelle Pascal Chabot. Bonjour. Bonjour. Merci donc d'être avec nous aussi ce matin. Alors vous allez voir, hein, l'intervention de Pascal Chabot va s'inscrire dans le fil de ce qu'on a déjà entendu ce matin. Peut-être vous présenter d'abord en quelques mots. Pascal Chabot, vous êtes philosophe, professeur d'ailleurs de philosophie à l'IEX. À Bruxelles, pas que de philosophie d'ailleurs, mais notamment de philosophie. Puis on vous connaît aussi, et j'imagine que beaucoup vous connaissent par ce biais-là, pour un livre que vous aviez sorti aux presses universitaires de France en 2013, et qui s'appelle Global Burnout. Alors, peut-être commencer par un petit mot là-dessus. J'ai l'impression que quand vous avez fait ce livre, je me souviens d'ailleurs de vous avoir reçu à l'époque à la FTBF, le burn-out était quelque chose dont on commençait à en parler beaucoup, mais on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. On ne voyait sans doute pas encore à quel point c'était un problème de société, comme on le voit aujourd'hui. Comment vous avez vu, comment avez-vous vu évoluer, vous, cette question justement dans la société, au départ des constats que vous posiez déjà en 2013 sur cet enjeu? Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment ravi d'être ici parmi vous. La réponse à cette question nécessite de partir quand même de l'enjeu dans ce livre. C'est vrai que 2013, je l'ai écrit en 2011, 2012, il y avait relativement peu d'acteurs sociaux en dehors du monde des psychologues et des sociologues qui s'emparaient du thème, et en quelques années le thème a été mis à l'avant-plan avec toute une série de réactions contrastées, avec des personnes qui disaient enfin un mot qui permet de nommer ce que je sens, enfin aussi un mot qui permet de fédérer quelque chose comme des résistances ou un travail de prise de conscience. D'autres personnes qui ont dit tiens mais voilà un nouveau mot qui va faire mode, ou alors un syndicalisme d'un genre nouveau. Donc il y a eu dès le début toute une série de repositionnements par rapport à l'utilisation de ce terme. Et pour ce qui me concerne, d'abord comme philosophe, c'est très personnel, mais comme philosophe, j'étais heureux de pouvoir faire servir le travail du concept. Auparavant, j'avais travaillé sur le progrès, la question des technosciences, etc. Faire servir le travail du concept à quelque chose comme une émancipation sociale de façon générale, sociale et personnelle. C'est toujours pour la philosophie une aubaine de rencontrer le réel, finalement. La philosophie ne rencontre pas toujours le réel. Et puis aussi, plus globalement, je crois que le burn-out est vraiment un révélateur négatif des axes les plus importants de nos sociétés. La question de l'épuisement, le rapport au progrès évidemment, mais aussi le fait que l'épuisement professionnel s'inscrit dans un contexte où nous épuisons absolument toutes les ressources et la biodiversité aussi. Donc par la suite, pour ne pas en rester à la question de l'épuisement, j'ai fait un livre sur les transitions, transirer, aller au-delà, et la transition écologique est évidemment s'inscrit dans les questions de transition professionnelle que l'on peut aussi voir, la question de notre rapport au système, la question on l'a évoqué tout à l'heure, des normes évidemment, la qualité, qualité contrôlée, qualité libre, la question du temps. C'est comme si ce cristal qu'est le burn-out, qui quand il explose, montre des fragments au sol, pouvait être revu avec une analyse de chacun de ces fragments, qui en dit beaucoup sur notre société et qui en dit aussi, parce que c'est un outil d'évolution, c'est pas juste l'ordre du constat, qui en dit aussi sur les vecteurs de résistance et le fait de faire bouger les lignes
par la parole, parce que ça c'est une conviction philosophique, c'est que la compréhension libère, la connaissance libère, et d'écrire ce qui se passe n'est pas seulement une description neutre, mais peut permettre d'avancer. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on essaye de faire ensemble. Oui, tout à fait, c'est ce vraiment matin, d'écrire, comprendre ce qui se passe, penser aussi justement ce qui peut être transformé et les lignes qui peuvent bouger, on va y venir. Mais alors justement, restons un petit peu dans la compréhension de ce qui se passe. Vous avez envie, vous, Pascal Chapeau, de traiter en particulier la question des métiers de l'humain. Bon, évidemment, ça nous concerne tous en particulier ce matin, ces métiers de l'humain au niveau de la santé, mais on pourrait dire aussi au niveau de l'enseignement, où on voit qu'on a des problèmes qui sont spécifiques aujourd'hui dans le contexte de notre modernité. Tout à fait, parce que ce sont les métiers centraux, ce sont les métiers dont il faut être fier, ce sont les métiers dont il n'est pas toujours facile d'être fier. Et pour parler de ces métiers, je crois effectivement qu'il faut se souvenir, et tout à l'heure on a parlé de ce mantra de Freud en 1936, avec la modernité, 3 métiers sont devenus impossibles: soigner, éduquer, gouverner. C'était pourtant les métiers tutélaires de l'humanisme classique. Tout l'humanisme antique, médiéval, cherche à soigner le corps et l'âme pour former des citoyens capables de gouverner la cité, ce qui demande une transmission. Et Freud dit ces métiers-là deviennent problématiques. Freudenberger, qui est celui qui forge la notion de burn-out en 1972 aux États-Unis, adresse un premier livre aux médecins, aux professionnels de l'aide, aux enseignants. Il faut se demander pourquoi ce sont ces métiers-là qui, précisément, sont problématiques. Alors, il est vrai que cela nous confronte à la question de la norme, à la question de la qualité et à la notion de l'impossibilité de la perfection. Nous sommes dans une époque où la perfection existe et où la perfection a de plus en plus droit de cité dans les consciences et dans l'inconscient. Je veux dire ceci, quand on demande à un bureau d'ingénieur de livrer un pont, le pont qu'il livre est parfait. Il est parfait par rapport au cahier des charges, absolument parfait, et s'il ne l'est pas, il y a des actions pour essayer qu'il soit à nouveau parfait. De la même manière, quand vous transmettez des informations avec vos téléphones, elle arrive pas à 5 sur 5, comme on dit, mais à 100%. Nous sommes dans un monde qui est véritablement rivé à la possibilité technologique, technoscientifique d'une perfection qui, dans les métiers de l'humain, est impossible. Évidemment, aucun enfant ne sera jamais parfaitement éduqué, ça ferait un monstre. Aucun patient ne sera jamais en parfaite santé, ce serait aussi un monstre. Donc ce sont des métiers de l'humain qui plébiscitent quelque chose qui est de l'ordre d'une imprévisibilité, d'une imperfection qui s'appelle la nature humaine. Mais ce faisant, et étant confronté à la nature humaine, ce sont des métiers qui ont cette caractéristique d'être répétitifs, profondément répétitifs. C'est-à-dire que quand vous avez une consultation, vous voyez une quinzaine de patients, ou tout à l'heure, Madame Sourcelle envoyait je ne sais pas combien, mais... toutes les 8 minutes. Oui, c'est ça, toutes les 8 minutes sont 12 heures par jour. Et enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de reprendre, et de reprendre à zéro, et de redire parfois des phrases pour un médecin qui sont des phrases qu'il s'est entendu dire toute une série de fois déjà, mais qui pour le patient vont être des phrases absolument nouvelles dont il va s'emparer, qu'il va peut-être répéter chez lui très souvent. Et enfin, il y a quelque chose comme une répétition, et en tant qu'enseignant, je le vois aussi, on est en septembre, octobre, on reprend et on redit en histoire de la philosophie plus ou moins la même chose à des personnes pour qui c'est le premier moment où on l'écoute. Pour conceptualiser ceci et conceptualiser à la fois un problème et un défi de nos sociétés, je dirais qu'il y a 2 types de progrès. Un progrès qu'on peut appeler un progrès utile,
qui est le progrès technoscientifique, aidé du progrès économique, qui est un progrès dans lequel on assiste véritablement à quelque chose comme un décollage. Pourquoi? Parce que la masse de compétences techniques, du savoir technique est toujours plus important. Et dans ce monde-là, dans le monde de l'utilité, dans le monde fonctionnaliste, tout ce qui a été inventé ne doit pas être réinventé. Le laser est inventé, il est inventé une fois pour toutes et il doit être implémenté dans nos nouvelles technologies sans qu'il faille refaire toute la chaîne de son développement. Cela veut dire que l'infrastructure technique, qui touche aussi nos consciences, évidemment, on pense à ChatGPT, évolue et évolue toujours plus rapidement. Et je crois que les thèses du décollage, par exemple, de l'intelligence artificielle sont des thèses qui sont tout à fait véraces et le capital technoscientifique étant tel, ces intérêts sont produits de façon exponentielle. Et les autres métiers, les métiers qui évidemment ne sont pas des métiers de la régression, parce que le problème c'est qu'on a un imaginaire triomphal du progrès technique qui fait que si on n'est pas dans le progrès, on croit qu'on est dans la régression. Je crois qu'on n'est pas du tout dans la régression. Mais les autres métiers sont des métiers où des personnes se lèvent le matin en croyant évidemment en quelque chose qui est de l'ordre d'une évolution positive, c'est-à-dire progresser d'une marche en avant, d'un progrès, qui est un progrès, depuis longtemps je l'appelle un progrès subtil, et le mot subtil, son étymologie c'est subtella, c'est ce qu'il y a sous la toile, sous la toile, il y a les trames fondamentales, les lignes de trame, les trames, c'est-à-dire les liens qui nous lient les uns aux autres, qui nous lient à ce qui a du sens, qui nous lie à ce qui est essentiel, qui nous lie à la terre, qui nous lie à nous-mêmes, qui nous lie à ce qu'on aime, etc. Ce sont des métiers où finalement on progresse sur base de la manière d'être relié aux autres. Et c'est un type de progrès qui est beaucoup moins sensible. L'art de se comporter correctement avec les autres, c'est le sujet d'une immense progression dans les existences dignes de ce nom. Mais c'est pas triomphal comme progrès. Ou l'art d'avoir de l'humour. Bon, c'est typiquement ce qu'on ne peut pas revendiquer. Quelqu'un qui dit j'ai plus d'humour qu'hier, bon, c'est pas intéressant. Mais pourtant, ce sont des arts subtils. Et la défense de ces arts subtils est absolument capitale dans nos sociétés, mais c'est une défense très difficile parce qu'on considère que c'est de l'acquis. On considère que c'est de l'acquis, on considère que c'est plus ou moins acquis de savoir vivre, de savoir exister. Alors que c'est là que le travail fondamental se joue. Et dans les métiers d'éducation, dans les métiers du soin, dans les métiers de la psychologie, dans les métiers de l'information, dans les métiers finalement où on nourrit et les corps et les esprits, c'est là d'être relié au monde et donc d'être relié en société qui est en jeu. Et cet enjeu-là, à cause d'une certaine fragilité, et parce que aussi il ne peut pas finalement étaler ses lettres de noblesse, et parce qu'il ne paye pas, globalement, parce qu'il ne paye pas, ou très peu, est beaucoup moins vu dans nos sociétés. Je ne pense pas qu'il faille jouer le progrès utile contre le progrès subtil, ça c'est clair que non, mais il faut trouver les rééquilibrages, il faut trouver les équilibres, et c'est pourquoi les recherches sur la souffrance au travail sont aussi des recherches qui sont des leviers de réorientation finalement de nos sociétés. Cette notion de progrès utile, progrès subtil, je note bien parce qu'on va y revenir dans la discussion qui suit. Si on revient à ces fragments éclatés du cristal du burn-out qui éclate, là, dont vous nous parliez, il y a un enjeu, c'est la notion de temps, que vous avez traité d'ailleurs, je pense, dans un ouvrage de Quillor qui s'appelle « Avoir le temps ». Ça aussi, et on l'a déjà senti dans le fil des interventions de ce matin, c'est un enjeu central à appréhender si on veut comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, sûrement. C'est la plus belle de toutes les questions, la plus difficile des questions philosophiques. C'est vraiment la porte d'entrée, la grande porte d'entrée dans la belle philosophie, le temps, hein, ce qui est sans être, puisque il est, mais aussitôt que cette minute est, elle n'est plus. Donc c'est vraiment une apparition disparaissante qui est aussi la productrice de nouveautés, la productrice
d'imprévisibilité et la productrice de liberté. Alors, il est clair qu'avoir le temps est un défi contemporain absolument majeur, qui est de l'ordre du quantitatif. Le temps que j'ai ou que j'ai encore, je peux le quantifier, et d'ailleurs le qualitarisme de la médecine permet de le quantifier assez bien. Moi, j'avais fait au moment du Covid un jour assez optimiste, j'avais fait la règle de 3 avec, comme vous savez, un petit sablier de cuisine pour la cuisson des œufs, et je me suis dit, tiens, si c'est 3 minutes pour 3,19 grammes, je crois que j'avais calculé qu'il me restait environ 42 tonnes de sable, mis à l'échelle, hein, 42 tonnes de sable devant moi. C'est tout à fait putatif, et d'ailleurs il y en a moins qu'à l'époque, mais cela étant, il y a la question de la quantité de temps, et nous avons une quantité de temps bien plus importante que celles et ceux qui nous ont précédés il y a quelques siècles sur cette terre. Cela étant, ce que l'on cherche, ce n'est pas uniquement la quantité de temps, c'est aussi un temps de qualité. Il dépend de nous, et savoir ce qui dépend de soi et savoir ce qui n'en dépend pas est une des grandes règles du stoïcisme, et je pense qu'il faut méditer beaucoup, tiens, mais quel est mon périmètre? Mais il dépend aussi, évidemment, du conditionnement social. Et je crois que tout le problème du temps contemporain vient du fait que nous vivons simultanément dans des chaînes temporelles qui sont nombreux. Très longtemps, l'humanité n'a vécu que selon le temps du destin, c'est-à-dire selon le temps donné, imposé par la nature, le temps des saisons, le temps de l'alternance des jours et des nuits, le temps de la naissance et du vieillissement des corps, le temps finalement qui appartenait à Dieu. C'est pour ça que le capitalisme jusqu'au XVIe siècle était interdit, parce qu'on ne pouvait pas gagner de l'argent sur le temps. C'est véritablement le temps du destin. La modernité invente un autre type de temps, dans lequel ce n'est plus le passé seul qui compte, mais le futur aussi. Il est possible de se rapporter au temps en disant que mon action concrète et contemporaine va modifier le monde et créer un monde de demain différent de celui d'aujourd'hui. C'est le temps du progrès. Et très longtemps, destin et progrès ont été les deux temporalités majeures, avec leurs répercussions politiques dans la querelle des anciens et des nouveaux, de ceux qui faisaient confiance au destin et à la nature, et de ceux qui faisaient confiance à la construction humaine. Depuis 15-20 ans, 20-25 ans, depuis que nous sommes habitués à faire le geste 260 fois par jour, le geste de nous brancher sur les grands réseaux du numérique, 260 fois par jour environ, nous vivons dans l'hypertemps aussi, c'est-à-dire un temps de la présence, un temps de l'information immédiate, un temps tout à fait nouveau pour la conscience, parce que c'est très souvent un temps à rebours, où on décompte le temps. Le GPS dit qu'il reste 4 minutes, et de plus en plus, vous regardez un film à la télé, on sait qu'il reste 12 minutes, ce qui est un scandale pour le réalisateur normalement, mais on sait, on décompte de plus en plus le temps, et puis un temps absolument omniprésent, c'est l'hypertemps. C'est l'hypertemps dans lequel on cherche à maximiser la quantité d'effets par unité de temps. C'est donc aussi le temps de l'accélération. On a parlé de Rosa, et effectivement, il a mis le doigt sur quelque chose qui est tout à fait important. Et puis, c'est le temps d'une certaine aliénation, qui est l'aliénation de conscience humaine de plus en plus contrôlée par cette norme construite socialement qu'est le temps. De plus en plus contrôlée, et le temps est devenu une façon de contrôler les humains, de contrôler le travail et de s'autocontrôler. Donc il y a clairement une aliénation par le temps. Et puis quatrième et dernière figure, c'est le délai, évidemment. C'est le futur tel que, pour lui aussi, existe un compte à rebours, celui de la catastrophe écologique, celui de la chute de la biodiversité, et le fait qu'on ne peut plus se rapporter à un futur ouvert. Ça a profondément changé nos mentalités. On ne peut plus se rapporter à un futur ouvert, mais on se rapporte à un futur qui est déjà balisé par un savoir qui n'est pas un savoir
mythiques ou religieux, comme naguère, puisque naguère, le futur a toujours été le terrain de jeu, disons, des religions par exemple, mais qui est un futur qui est balisé par les rapports du GIEC, par un discours certifié scientifiquement, et qui crée évidemment quelque chose comme une angoisse. Je crois que nous vivons simultanément dans ces 4 temporalités-là, au cœur de la même journée, peut-être au cœur de la même matinée. Le temps de nos corps, c'est le temps du destin. Le temps de notre action, c'est le temps du progrès. L'hypertemps, il est aussi celui de nos écrans, et le délai, il est une sorte de toile de fond sur lequel avec lequel nous essayons de nous débattre. Tout l'art, parce qu'il y a un art du temps, et je crois qu'il faut, même pour des questions du bonheur, trouver quelque chose, c'est pas uniquement l'art de vivre, mais c'est l'art de prendre les bonnes décisions et l'art de résister correctement. Tout l'art est de savoir quel schème temporel il faut utiliser pour s'adresser à tel ou tel problème. On critique facilement l'hypertemps, par exemple, mais l'hypertemps, c'est le temps de MeToo. MeToo, c'est la sortie du destin pour ce genre de violence, en disant, vous savez, ça a toujours été comme ça, c'est le destin. Non, non, il faut plutôt une hyperconnexion de la lutte et de la révolte par rapport à ces comportements-là, et une diffusion dans l'hypertemps. Donc, il n'y a aucun schème temporel qui est négatif, mais il y en a qui sont plus adaptés à la personnalité. Nous avons chacun des chrono-personnalités très différentes. Il y a des humains qui adorent le passé, il y en a d'autres qui adorent le futur, il y en a d'autres qui savent vivre pour le présent, et nous devons connaître finalement qui nous sommes par rapport au temps, c'est important. Et puis, au-delà de ça, par rapport aux environnements de travail, il faut chercher à identifier les rapports au temps toxiques. Il faut chercher à identifier les rapports au temps toxiques qui sont très souvent générés soit par le stress d'autrui, et le stress d'autrui est souvent une manière d'imposer son propre stress temporel aux personnes avec qui on travaille, soit par des normes qui sont des normes impossibles. Je crois qu'à nouveau, c'est pour ça que je disais que la philosophie, par sa compréhension, peut aussi avoir un aspect libératoire, c'est que la conscience de cette multiplicité des temporalités et le fait de ne pas être tout à fait dupe du jeu dans lequel on joue, parce que si le temps s'impose à nous, par notre conscience, nous surplombons cependant, c'est la liberté humaine, nous pouvons peut-être y voir un peu plus clair, et y voyant un peu plus clair, mettre parfois le holà devant une autre accélération injuste qui sont des injonctions avec lesquelles on ne sait pas toujours quoi faire. Avec le côté un peu vertigineux que ça peut avoir à un moment donné de se sortir du quotidien et du nez dans le guidon, de regarder un peu comment justement on fonctionne aujourd'hui, de réinterroger ces temps et de se dire mais comment est-ce qu'on a pu s'installer aussi parfois dans cette dynamique-là. Oui, et ce vertige-là, c'était le vertige du kairos. Les Grecs disaient, bon, le temps, il ne dépend pas de nous, mais il y a le moment du kairos, c'est-à-dire le moment de la parole juste ou de l'occasion qu'on saisit pour faire bifurquer les choses. Et parfois, une seule parole, qui est une parole « je ne suis pas d'accord » ou « non, c'est pas ce qui m'importe », peut reconfigurer une situation temporelle. Ce vertige-là, il est un vertige qui est en fait déjà politique. Oui, potentiellement transformateur. Bon, la question du temps, et puis la question de pourquoi aussi on va utiliser ce temps. On a beaucoup parlé de la question de cette quête d'épanouissement, etc. Et peut-être un troisième concept à traiter avec vous, avant d'ouvrir les échanges, c'est la question du sens, qui est revenu aussi beaucoup ce matin, Pascal Chabot. Oui, volontiers. Je suis en train d'écrire pour le moment un livre depuis au moins 3 ans sur la question du sens. C'est archi difficile. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, parce qu'effectivement le mot est absolument partout. On voit des jeunes, des moins jeunes qui quittent leur emploi parce qu'il n'a pas assez de sens. On l'a utilisé tout à l'heure. Et il est souvent comme une bouée de secours. On sait que l'on cherche du sens, mais on ne sait pas toujours ce que l'on cherche en cherchant du sens, et chacun cherche différemment du sens. C'est un signifiant tellement important qu'on y projette ce qui est important.
Alors, par rapport à cela, moi, ce qui me semble important à dire, c'est que il existe chez l'humain une volonté de sens. Il existe chez l'humain une volonté de sens, et notre monde, qui a été un monde dominé par la volonté de puissance nietzschéenne, est un monde dans lequel ce désir de sens se réinvite, cette volonté de sens, qui est un universel, pour moi c'est vraiment un universel de la nature humaine, se réinvite, mais tout à fait différemment qu'à l'ère des Camus, qu'à l'ère des Tolstoï. Bon, il y a Viktor Frankl qui a écrit Le sens de la vie. Si vous n'avez pas lu ce livre, lisez-le, c'est un tout grand livre d'un psychiatre qui est Frankl, qui a survécu à Auschwitz, où il est resté plus de 2 ans, qui a médité énormément sur la question du sens. Ce problème se pose différemment parce que finalement, je crois qu'on est, par rapport à ce qui est dit tout à l'heure, on entre dans un troisième ethos. L'ethos du devoir, c'est tout à fait clair qu'on l'a quitté, même s'il habite encore une partie de notre inconscient, ou plutôt de notre subconscient. Il constitue sans doute notre surmoi aussi avec le sacrifice. L'éthos de l'épanouissement personnel post-68, il nourrit toute une série de nos actions et oriente une partie de nos choix, et pourtant, il ne nous suffit pas. Et pourtant, ce n'est plus dans cet ethos-là, à mon sens, que nous sommes. C'est vers là que j'écris mon livre, pour essayer de montrer qu'il y a la naissance d'un troisième ethos, qui est l'essence qui est l'ethos du sens, dans lequel la dissonance, dans lequel la contradiction est prise en charge, contradiction entre ce qui est de l'ordre de l'épanouissement personnel et puis la société et l'état de la Terre. Regardez dans un aéroport et essayez de vous imaginer toutes les consciences des gens qui prennent l'avion. Il y en a quand même beaucoup qui se disent, bon ben voilà, je prends l'avion, je vais ici, je vais là, je ne vais pas y aller en train, je ne peux pas aller au Maroc en train par exemple, et cependant, je ne devrais peut-être pas prendre l'avion. Donc il y a clairement une dissonance, et cette dissonance est ce qui rend notre volonté de sens, c'est-à-dire notre volonté de cohérence, impossible, c'est-à-dire qu'il la prend en défaut. L'éthos du sens, il s'enracine là dans un désir de réalignement de nos actions avec le cadre dans lequel ces actions se déroulent. La volonté de sens a eu quelque chose comme un cosmos, le cosmos grec ordonné, où se déployer. Ce cosmos a volé en éclat depuis très très longtemps. La volonté existe encore, mais c'est comme si elle était orpheline de monde. Et nous cherchons à refaire un monde. Nous cherchons à refaire un monde. Quand quelqu'un dit « j'aimerais bien un peu plus de sens », je ne pense pas du tout qu'ils se disent « tiens, mais j'aimerais bien quelque chose comme une pépite qui va changer totalement mon être, ma manière de voir ». C'est pas ça quand on dit « je veux du sens ». Je veux autour de moi un environnement dans lequel ma volonté de sens trouve à être nourrie, trouve à être épanouie. Quand quelqu'un dit « notre relation n'a pas suffisamment de sens », c'est la relation elle-même qui est en question. Parce qu'on essaye de faire davantage monter ce qui est de l'ordre véritablement de l'essentiel. Véritablement de l'essentiel. Et les métiers de l'humain, pour revenir vers eux, sont évidemment des métiers dans lesquels la question du sens est centrale, parce que l'essentiel y est chaque fois convoqué. Quand vous achetez un téléviseur, l'interaction avec les personnes qui travaillent dans le magasin ou avec le site est une interaction dans laquelle on vous demande que l'essentiel pour vous soit mis de côté. C'est une interaction fonctionnelle et cette relation fonctionnelle met de côté l'essentiel. Par contre, tous les métiers de l'humain sont des métiers dans lesquels le sens, et donc l'essentiel, est mis en avant. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous ? Voilà ce qu'un psychologue demande, voilà ce qu'une enseignante essaye d'identifier chez un enfant. Ce sont des métiers, véritablement, où on met en avant l'essentiel. Et l'essentiel,
est indomptable. L'essentiel est aussi imprévisible. L'essentiel, il déborde toujours finalement. L'essentiel, il a un test projectif dont on n'a jamais fait le tour. C'est pour ça aussi que la charge mentale de ces métiers, qui est une charge non uniquement fonctionnaliste, est plus importante que d'autres types de métiers. Mais ce sont vraiment des lieux où faire exister l'essentiel. Et je crois qu'il y a une militance pour l'espace qu'on donne à ce qui a du sens, à ce qui est essentiel dans une société. Toute petite question encore là-dessus, et puis après on va passer aux échanges, mais est-ce qu'il n'y a pas une tension aussi entre ce qui peut faire sens d'un point de vue individuel, de se dire en fait moi ce qui fait sens pour moi dans la réalisation de ma vie c'est ça, et ce qui fait sens collectif? Vous parliez par exemple de l'avenir de l'humanité, de la Terre, de l'avenir éventuellement aussi de la question sociale, etc., de se dire tiens mais on veut un monde peut-être plus juste. Est-ce que parfois ces deux quêtes de sens-là ne vont pas aussi un peu entrer en tension l'une avec l'autre? Oui, elles entrent clairement en tension l'une avec l'autre, et ce qui fait sens pour l'individu ne fait pas du tout toujours sens pour le collectif. Encore faudrait-il pluraliser la notion de collectif et se dire que le collectif peut être interprété comme une communauté, alors une communauté de sens, ou à l'ancienne, je dirais, mais à l'ancienne qui devrait être le contemporain aussi, comme un universel. Alors, évidemment que le communautaire peut être le lieu d'une inscription où tout le monde partage le même type de quête de sens, d'idéaux, de valeurs, et finalement nous allons vers des communautés grâce à quelque chose comme une circulation du sens de l'individu vers le collectif. Mais le grand drame de nos sociétés, la grande difficulté et l'hypercomplexité de nos sociétés sont liées au fait que le pourvoyeur de sens était véritablement l'universel. C'était l'universel, on a dit tout à l'heure, de la nation, c'était l'universel de Dieu, c'était l'universel du devoir, qui sont des universaux qui ont fonctionné comme idéaux régulateurs, qui ont été les grands récits de nos sociétés, et on sait que ces grands récits sont des récits auxquels nous n'adhérons plus totalement. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils soient tout à fait congédiés, mais on a dans nos sociétés libérales et multiculturelles une sorte d'universel, sauf celui de la technologie. Sauf celui de la technologie. Et ça, quand je dis faire le geste, là c'est le geste que tout le monde fait. Que tout le monde fait. Mais on y met des sens différents. On y met des sens différents. Et le problème, c'est que la technologie, elle formate évidemment les sens. Donc c'est passionnant la question du collectif. Et il faut savoir la pluraliser. Bon, comme on n'a pas malheureusement encore 3 heures pour parler de tout ça avec vous, ce qu'on ferait bien volontiers, on va en rester là pour ce premier exposé, non sans préciser que les ouvrages de Pascal Chabot, mais comme des autres intervenants, vous pourrez les trouver, si ça vous intéresse, dans une petite librairie qui va être installée ici sur le temps de midi, pour ceux qui veulent approfondir. Et puis comme ça a déjà été mentionné 2 fois, moi je vous conseille, je vous recommande ce livre Aliénation et accélération, je ne sais plus dans quel ordre, ou Accélération et aliénation d'Arnoud Rosal, qui est un petit bouquin de 120 pages, et qui est tout à fait passionnant à lire, je trouve, et qui connecte pas mal de choses qu'on a évoquées ce matin.